À Noël, ils m'ont traité d'ingrate. J'ai souri, levé mon verre et dit, alors, trinquons. À la dernière fois que vous m'entrevoyez. J'ai posé l'épreuve du vol de mon héritage sur la table et je suis parti sous leurs yeux écarquillés. Toute cette histoire s'est terminée le soir du 24 décembre, mais pas avec la chaleur des chants de Noël ni la douceur des cadeaux échangés au coin du feu. Non, elle s'est terminée par le bruit sec et violent du cristal se brisant contre le parquet en chêne centenaire. Ce soir-là, mes parents, le comte Honoré et la comtesse Castille de Valois, piliers de la bonne société, ont commis l'erreur fatale de leur existence. Ils ont pensé qu'ils pouvaient m'humilier publiquement sans conséquence. Ils m'ont traité d'ingrate devant 50 de leurs invités les plus prestigieux. Ils pensaient que Sixtine, la fille effacée, la restauratrice d'art aux mains tachées de peinture, courberait l'échine comme elle l'avait toujours fait. Ils se trompaient lourdement. Ce soir-là, je ne portais pas mon masque habituel de soumission. Je portais ma robe noire, comme on porte un deuil, le deuil de mon amour filial. Je me suis levée, j'ai lissé le tissu sur mes hanches, et j'ai saisi ma coupe de champagne. Le tintement de ma fourchette contre le verre a tranché le brouhaha des conversations mondaines comme une lame de guillotine. J'ai souri, un sourire glacial qui n'atteignait pas mes yeux, et j'ai prononcé ces mots qui scelleraient leur destin. Alors, trinquons. À l'ingratitude. Et à la dernière fois que vous verrez mon visage. Ce qui a suivi n'était pas un simple scandale familial. C'était une exécution publique, précise et chirurgicale, où l'arme du crime n'était autre que la vérité brute projetée sur un écran géant. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer un empire de mensonges en une seule soirée, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire incroyable mais vraie. Est-ce que vous êtes confortablement installé à Paris, à Lyon, à Québec ou peut-être quelque part en Asie? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi maintenant dans les commentaires. Savoir que vous êtes là, témoin silencieux de ma vengeance, me donne la force de revivre ces instants. C'est fait? Alors, respirez profondément et entrons ensemble dans les ténèbres dorées du manoir de Valois. Tout a commencé un mardi matin de novembre, une de ces journées parisiennes où le ciel semble être un couvercle de plomb gris pesant sur les toits. J'étais dans mon atelier situé dans une arrière-cour du 11e arrondissement, un ancien loft industriel reconverti où l'air est en permanence saturé d'une odeur très spécifique. C'est un mélange complexe et piquant de térébenthine, de vernis d'amarre, de poussière de bois vieux de plusieurs siècles et de café froid. Pour la plupart des gens, cette odeur est agressive, elle prend à la gorge. Pour moi, c'est le parfum de la sécurité, de la maîtrise. Je m'appelle Sixtine, j'ai 38 ans, et je suis restauratrice d'art. Mon métier, ma passion, ma vie, consiste à sauver ce qui peut encore l'être. Je passe mes journées, et souvent mes nuits, penchée sur des toiles déchirées, à recoller des pigments écaillés, à redonner vie à des visages oubliés par le temps. Il y a une ironie cruelle et mordante à cela. Je suis devenue une experte mondiale pour réparer les fissures invisibles sur des objets inanimés, mais je suis restée totalement impuissante face aux crevasses béantes qui lézardent les fondations de ma propre famille. Ce matin-là, je travaillais avec une précision d'horloger sur une nature morte flamande du XVIIe siècle, retenant mon souffle pour stabiliser une écaille de peinture bleu grosse comme une tête d'épingle, quand j'ai aperçu l'enveloppe glissée sous la porte d'entrée. Il n'y avait pas de timbre. Pas de cachet de la poste. Elle n'avait pas voyagé avec le courrier ordinaire. Elle avait été déposée à la main, probablement par un chauffeur ou un coursier privé payé une fortune. Le papier était du vélin épais, couleur crème, avec une texture granuleuse et luxueuse sous les doigts. C'était la signature indubitable de ma mère, Castille. Elle a toujours été persuadée que la qualité et le grammage du papier pouvaient masquer la vacuité et la froideur des sentiments qu'il contenait. J'ai ramassé l'enveloppe avec précaution, comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Mon nom était calligraphié à l'encre dorée, avec ses pleins et ses déliés prétentieux qu'elle affectionnait tant. Pour mademoiselle Sixtine Valois. Je me suis figée, mes doigts se crispant sur le papier. Sixtine. Sistine. Mon prénom est Sixtine. Avec un X. Comme le chiffre 6, comme la chapelle Sixtine, mais avec cette consonne claquante et forte qui me donne, je l'espère, un peu de caractère et de singularité. 38 ans. Je suis sa fille aînée depuis 38 longues années, et elle continue, inlassablement,
d'écrire mon prénom comme s'il s'agissait d'une faute de frappe qu'elle refuse obstinément de corriger. Ce n'est pas un oubli de sa part. C'est un acte manqué, une façon subtile, presque inconsciente mais terriblement violente, de me dire que je ne suis pas exactement celle qu'elle voulait. Je suis une version floue, une ébauche ratée. J'ai pris mon scalpel de travail, celui avec la lame la plus affûtée, et j'ai tranché le papier net. À l'intérieur, un carton d'invitation rigide, bordé d'or à la feuille. Le comte Honoré de Valois et la comtesse Castille ont l'immense honneur de vous convier au grand dîner de Noël et à la célébration du 10e anniversaire de l'essor de Valois-Tech. Au manoir de Valois. Tenue de soirée exigée. Présence impérative pour la photographie officielle de la famille. Valois-Tech. Rien que de lire ce nom, j'ai senti un goût de bile acide remonter au fond de ma gorge. C'était l'entreprise de mon frère cadet, Vianney. L'enfant prodige. L'élu. Le messie de la famille. Celui pour qui le soleil se levait et se couchait. Ma première réaction a été viscérale. J'ai failli froisser l'invitation et la jeter dans le bac à solvant toxique à côté de mon établi. Pourquoi irais-je? Pour quelle raison m'infligerais-je cela? Pour être encore une fois la figurante muette? Pour être assise au bout de la table, près de la porte battante de la cuisine, dans les courants d'air, pendant qu'il célèbre le génie supposé de Vianney? Je n'avais pas remis les pieds au manoir depuis 2 ans, et ma santé mentale s'emportait à merveille. Mes névroses s'étaient calmées, mes insomnies chroniques avaient disparu. J'ai pris mon téléphone, mes doigts tachés de vernis survolant l'écran, prête à envoyer un SMS de refus glacial. J'allais prétexter une urgence absolue au musée du Louvre. Un Rembrandt qui s'effrite, une urgence nationale, ça ne peut pas attendre, n'est-ce pas? Mais avant que je puisse taper le premier mot, une notification de mail est apparue en haut de mon écran, figeant mon geste. Expéditeur, Gersande de Valois. Objet, reviens. Immédiatement. Tante Gersande. La sœur aînée de mon père. La brebis galeuse légendaire de la famille, celle qui avait été excommuniée, effacée des albums photos pour avoir épousé un médecin sans titre de noblesse, pire encore aux yeux de mes parents, pour avoir osé dire tout lors d'un dîner que l'aristocratie n'était qu'une consanguinité déguisée en tradition. Elle ne m'écrivait jamais. J'ai ouvert le mail, le cœur battant à tout rompre. Petite louve, je sais que tu as reçu leur carton ridicule ce matin. Je sais que tu vas le jeter. Ne le fais pas. Cette année est différente. Ils ne t'invitent pas pour l'amour, ni même pour l'image de famille unie. Ils t'invitent pour sceller le crime. Ils sont en train de liquider l'héritage de ta grand-mère Rose pour nourrir la bête insatiable qu'est devenue l'entreprise de ton frère. Si tu ne viens pas, tu ne sauras jamais ce qu'ils t'ont pris. Et si tu ne sais pas, tu ne pourras jamais te venger. Reviens. J'ai des documents à te montrer. C'est l'heure de la chasse. J'ai relu le message 3 fois, chaque mot s'imprimant dans ma rétine. Liquider l'héritage de grand-mère Rose. Mamie Rose. La seule personne dans ce mausolée familial froid qui m'ait jamais aimé inconditionnellement. Elle m'avait appris à peindre. Elle m'avait appris à voir la beauté là où les autres ne voyaient que de la poussière. Elle était morte l'an dernier, et mes parents m'avaient juré, la main sur le cœur, qu'elle n'avait rien laissé, que les dettes de sa fin de vie avaient tout englouti. Une colère froide, précise, chirurgicale a commencé à monter en moi, remplaçant la peur. Ce n'était pas la rage chaude, explosive et impuissante de mon adolescence. C'était la colère d'une adulte compétente qui réalise qu'elle a été dupée par des amateurs. J'ai regardé l'invitation dorée sur mon établi. J'ai pris un stylo rouge, la couleur de la correction, la couleur du sang. J'ai coché la case présente avec une force telle que la pointe a traversé le carton. Ils voulaient une photo de famille? Ils voulaient une célébration inoubliable? J'allais leur en donner une. Mais ce ne serait absolument pas celle qu'ils imaginaient. 2 jours avant Noël, j'ai chargé ma petite valise dans le coffre de ma Peugeot 206. La voiture avait 12 ans, la peinture gris métallisé s'écaillait sur le capot comme une vieille peau, et le pot d'échappement toussait comme un fumeur chronique à chaque accélération. Mais elle était à moi. Je l'avais payée avec mon premier gros contrat de restauration, chaque centime gagné à la sueur de mon front. Elle ne symbolisait pas le luxe,
elle symbolisait ma liberté absolue. Le trajet de Paris vers la vallée de la Loire a duré 4 heures interminables sous un ciel de plomb qui semblait vouloir écraser la terre. La pluie fouettait le pare-brise avec violence, le rythme des essuie-glaces scandant mes pensées sombres. Chaque kilomètre qui me rapprochait du manoir de Valois me semblait être un pas en arrière dans le temps, une régression vers l'enfant blessé et vulnérable que j'avais été. Je me suis souvenu de mes 18 ans. Le jour précis où j'avais annoncé à mon père, Honoré, que j'avais été accepté aux Beaux-Arts de Paris. C'était le rêve de ma vie. Je m'attendais à une discussion difficile, peut-être à des négociations, mais pas à ce qu'il a fait. Il n'a pas crié. Il n'a pas argumenté. Il a simplement ri. Un rire sec, méprisant, qui a résonné contre les murs lambrissés de son bureau. Artiste ? Avait-il dit en faisant tourner son cognac ambré dans son verre. Sixtine, sois réaliste pour une fois. Tu n'as pas le talent pour ça. Et nous n'avons pas d'argent à gaspiller pour tes petits loisirs de jeune fille. Tu feras une école de secrétariat. Ton frère aura besoin d'une assistante fiable et dévouée quand il reprendra les affaires de la famille. C'est ta place. Secrétariat. Assistante. C'était tout ce qu'il voyait en moi. Un support logistique, une béquille pour la gloire future de Vianney. Cette nuit-là, sous une pluie battante similaire à celle d'aujourd'hui, j'avais fait mon sac à dos et je m'étais enfui par la fenêtre du premier étage. J'avais vécu dans des chambres de bonne insalubres sous les toits de Paris, mangé des pâtes à l'eau pendant 5 ans, travaillé comme serveuse de nuit dans des bars douteux pour payer mes études et mes pinceaux. J'avais survécu. J'avais réussi. J'étais reconnue dans mon domaine par les plus grands conservateurs. Mais pour eux, je n'étais qu'une ratée qui jouait avec de la peinture et de la colle. Le GPS a annoncé de sa voix synthétique, « Vous êtes arrivé à destination ». Le manoir de Valois a émergé de la brume épaisse. C'était une bâtisse du XVIIIe siècle, imposante, avec ses toits d'ardoise pentus et ses murs de tuffeau blanc typiques de la région. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de radical. L'allée de gravier, autrefois un peu sauvage, était maintenant impeccable, trop blanche, trop nette, comme aseptisée. Les grilles d'entrée, qui avaient ce charme rouillé de l'ancien, étaient maintenant dorées à la feuille, d'un brillant vulgaire et criard qui jurait avec l'élégance discrète de la pierre historique. Dans la cour d'honneur, c'était un salon de l'automobile de luxe à ciel ouvert. Une Porsche Cayenne noire rutilante, monstrueuse. Une Tesla Model S plaid flambant neuve. Une décapotable italienne rouge sang. J'ai garé ma vieille Peugeot tout au fond, derrière les anciennes écuries, près des poubelles et du tas de compost. C'était un réflexe conditionné de mon enfance, cacher ma pauvreté, cacher ma différence, ne pas faire tache. J'ai coupé le moteur. Le silence de la campagne est tombé, lourd, oppressant, seulement troublé par le tic-tac du moteur qui refroidissait. J'ai regardé mes mains sur le volant. Elles tremblaient légèrement. J'ai pris une grande inspiration, l'air froid entrant dans mes poumons. « Calme-toi, Sixtine », ai-je murmuré à mon reflet dans le rétroviseur. Tu ne viens pas pour quémander de l'amour ou de l'approbation. Tu viens pour un audit. Et l'audit sera impitoyable. J'ai tiré ma valise sur les graviers crissants. Le bruit était assourdissant dans le silence de la cour, comme si je traînais des chaînes. Personne n'est venu m'ouvrir la porte principale en chêne massif. Je savais que ce n'était pas pour moi. J'ai dû contourner la maison, marchant dans l'herbe mouillée, pour passer par l'entrée de service, celle de la cuisine. Dès que j'ai ouvert la porte lourde, la chaleur m'a saisi, ainsi qu'une odeur entêtante et riche de truffes noires et de foie gras poêlé. Ma mère, Castille, était là. Elle se tenait au centre de la pièce comme un général sur le champ de bataille, donnant des ordres secs à une brigade de traiteurs en uniforme blanc. Elle portait une robe de chambre en soie émeraude, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en un chignon strict, laqué à l'extrême. Elle ne vieillissait pas. Elle se pétrifiait, devenant chaque année plus dure, plus lisse, comme une statue de cire. Elle s'est tournée vers moi. Son regard bleu acier m'a scanné de la tête aux pieds, s'arrêtant avec dédain sur mes bottines un peu usées, mon manteau en laine simple, mes cheveux attachés à la va-vite. « Ah, te voilà », a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas de « comment vas-tu » Pas de sourire.
Juste un constat froid. Elle m'a tendu sa joue, attendant un baiser que j'ai déposé du bout des lèvres, sans toucher sa peau poudrée, comme on embrasse une vitre froide. Tu es en retard, Sixtine. Je t'avais dit d'arriver avant le déjeuner pour m'aider à astiquer l'argenterie. Les domestiques sont débordés. Bonjour maman. Il y avait des embouteillages monstres à la sortie de Paris. Et l'invitation disait 19 heures pour le début des festivités. Elle a levé les yeux au ciel, un geste qui me faisait me sentir minuscule. Toujours des excuses. Enfin, ne reste pas planté là. Monte tes affaires. Ne laisse pas traîner ta valise ici, les traiteurs ont besoin de place pour circuler. Je suis dans quelle chambre cette année? La chambre bleue? Ai-je demandé avec une pointe d'espoir. J'adorais la chambre bleue. C'était la seule pièce de la maison qui avait une âme, avec sa vue sur la rivière et son papier peint fané. Castille a eu un petit rire nerveux, ajustant sa bague en diamant solitaire. Oh, voyons Sixtine, sois raisonnable. La chambre bleue est occupée par les investisseurs japonais de Vianney. Ils sont très importants. Et la chambre rose est pour le préfet. On t'a installé là-haut, dans l'ancienne lingerie. Je suis resté bouche bée, le souffle coupé. L'ancienne lingerie. C'était une pièce sous les combles, au 3e étage, accessible par un escalier dérobé. Elle servait autrefois à stocker les draps et où dormaient les domestiques au siècle dernier. Elle n'était pas isolée. Il n'y avait pas de chauffage central, juste un vieux radiateur électrique d'appoint qui sentait le brûler. Tu me mets au grenier? Ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement de rage contenue. C'est calme, a-t-elle répliqué sèchement en se détournant pour goûter une sauce. Et tu as toujours dit que tu aimais l'ambiance bohème et artiste, non? Allez, dépêche-toi. Et change-toi, par pitié, tu ressembles à une étudiante en détresse sociale. Je suis montée, traînant ma valise qui semblait peser une tonne. Les escaliers de service craquaient sinistrement sous mes pas. Arrivé sous les toits, j'ai ouvert la porte de la lingerie. L'air était glacial. On voyait la buée sortir de ma bouche à chaque respiration. Il y avait un petit lit de camp en métal, une chaise bancale et une pile de cartons poussiéreux. Sur l'un des cartons, écrit au marqueur noir indélébile, « Affaire Sixtine, à donner Emmaüs ». J'ai ouvert le carton avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait mes vieux carnets de croquis de l'adolescence, mes diplômes d'école primaire roulés, et une photo encadrée de moi et Mamie Rose. Le verre du cadre était brisé en une toile d'araignée tranchante. J'ai pris la photo avec précaution. Une fissure traversait le visage souriant de ma grand-mère, la coupant en deux. Ils n'avaient pas seulement déplacé mes affaires pour faire de la place. Ils étaient en train de m'effacer. Ils triaient ma vie comme on trie des déchets avant de les jeter à la benne. J'ai posé la photo sur la table de nuit. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, c'est pour ceux qui ont encore de l'espoir, pour ceux qui croient qu'on peut réparer les choses. Moi, je n'en avais plus. J'avais juste une mission froide et claire. Je suis redescendue, habillée d'un pull en cachemire plus épais pour contrer le froid qui m'avait pénétré les os. Dans le grand hall d'entrée, sous le lustre en cristal, je suis tombée nez à nez avec lui. Vianney. Mon petit frère. L'héritier du trône. À 34 ans, il avait changé. Il avait pris du poids, une lourdeur malsaine. Son visage, autrefois angélique et poupin, était bouffi, et ses yeux fuyaient sans cesse, parcourant la pièce nerveusement comme s'il cherchait une sortie de secours invisible. Il portait un costume sur mesure bleu nuit, visiblement très cher mais trop serré aux épaules, et une paire de mocassins en velours avec ses initiales brodées au fil d'or. Tiens, la revenante, a-t-il lancé d'une voix forte, trop forte, qui a résonné contre les murs de pierre. Il tenait un verre de whisky à la main. Il était 14 heures. Salut Vianney. Joyeux Noël. Il a ricané, s'approchant de moi. Il sentait l'alcool de luxe, le tabac froid et la transpiration rance masquée par trop d'eau de Cologne. Joyeux, on verra. Dis donc, j'ai vu ta poubelle garée derrière les écuries. Sérieusement, Sixtine? Une 206? Tu veux ruiner ma crédibilité? Mes investisseurs arrivent ce soir. S'ils voient ça, ils vont croire qu'on a des problèmes de liquidité.
Cache-la mieux que ça. Ma voiture roule, Vianney. Et elle est payée. Intégralement. Elle ne doit rien à personne. Il a froncé les sourcils, piqué au vif par ma remarque. Tu es jalouse. C'est pathétique, ma pauvre fille. Valoitech va changer le monde. On vient de lever 5 millions d'euros. 5 millions. Tu sais combien de zéros ça fait? Probablement plus que ce que tu gagneras dans toute ta misérable vie en collant des bouts de papier sur des vieux tableaux pourris. Il a levé son poignet pour regarder l'heure, un geste théâtral et exagéré pour exhiber sa montre. Regarde ça. Rolex Daytona. Or rose. Cadeau personnel des partenaires pour célébrer mon génie visionnaire. J'ai plissé les yeux. En tant que restauratrice d'art, mon œil est exercé depuis des années à repérer les faux, les restaurations maladroites, les copies. Je connais la texture des matériaux, la réfraction exacte de la lumière sur les métaux précieux. J'ai regardé la montre fixement. L'or était trop jaune, trop brillant, presque cuivré. Le cyclope, la loupe sur la date, ne grossissait pas assez les chiffres. Et surtout, le mouvement de la trotteuse n'était pas ce glissement parfaitement fluide caractéristique de Rolex. Il y avait ce micro-saut imperceptible pour un novice, mais flagrant pour moi, caractéristique des mécanismes automatiques bon marché. C'était une contrefaçon. Une très belle copie, sans doute une super clone, achetée 500 € sur Internet, mais une copie quand même. J'ai souri doucement, un sourire de connaisseur. Elle brille beaucoup, ai-je dit calmement. Fais attention, Vianney. Le plaqué or de mauvaise qualité a tendance à verdir la peau quand on transpire trop. Et tu transpires beaucoup en ce moment, petit frère. Il a retiré sa main brusquement comme s'il avait été brûlé, cachant la montre derrière son dos. Son visage est passé du rouge congestionné au blanc livide. La panique pure a traversé ses yeux pendant une fraction de seconde. Tu dis n'importe quoi. Tu n'y connais rien au luxe. Tu es juste une aigrie. Retourne dans ton grenier. Il a tourné les talons et s'est enfui presque en courant vers le salon. J'ai su à ce moment-là que la façade se fissurait de toutes parts. Un homme qui vient de lever 5 millions d'euros ne porte pas de fausses Rolex pour impressionner sa sœur. Un homme qui a confiance en son succès ne boit pas de whisky au déjeuner pour se donner du courage. Il y avait quelque chose de pourri au royaume de Valois, et l'odeur commençait à devenir insupportable. Mettez-vous à ma place une seconde. Vous découvrez que votre frère arrogant, qui vous méprise et vous humilie, porte une fausse montre tout en se vantant de ses millions imaginaires. Qu'est-ce que vous faites à ma place? Est-ce que vous le dénoncez tout de suite devant tout le monde? Ou est-ce que vous attendez patiemment le moment parfait pour frapper, comme un serpent dans l'herbe? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait, écrivez, attaque immédiate, ou, patience stratégique. Je veux savoir si vous êtes impulsif ou calculateur. La nuit est tombée tôt, enveloppant le manoir d'un linceul noir. Après un dîner frugal dans la cuisine où personne ne m'a adressé la parole, j'ai prétexté la fatigue du voyage pour monter dans ma chambre glaciale. Mais je ne me suis pas couchée. J'ai attendu, assise sur le lit de camp, écoutant les bruits de la maison. J'ai attendu que les lumières s'éteignent une à une. Vers minuit, quand le silence fut total, j'ai enfilé mon manteau et je suis sortie par l'escalier de service, mais pas léger comme ceux d'un fantôme. Le rendez-vous était fixé dans la vieille serre victorienne, au fond du parc. C'était le seul endroit de la propriété où il n'y avait pas de caméra de sécurité moderne. Tante Gersande m'attendait. Elle était assise sur un banc de pierre froide, enveloppée dans un grand châle en laine sombre, la lueur orange de sa cigarette rougeoyant dans l'obscurité comme un œil malveillant. « Tu as du retard, petite louve », a-t-elle dit de sa voix rocailleuse, abîmée par le tabac. Il fallait que j'évite les rondes de sécurité. Ils ont engagé des vigiles? C'est nouveau. Pour protéger leurs mensonges, oui. Ils ont peur. Viens ici. Regarde ça. Elle a sorti une chemise cartonnée de sous son châle et a allumé une petite lampe de poche à faisceau étroit. Tu sais que ta grand-mère Rose t'adorait plus que tout. Elle savait qu'Honoré et Castille ne te laisseraient rien, qu'ils donneraient tout à Vianney. Alors, elle a pris des dispositions secrètes. Elle m'a tendu un document.
C'était une photocopie d'un testament holographe, écrit entièrement à la main. Je reconnaissais l'écriture tremblée mais élégante de Mamie Rose. Je sous-signais, Rose de Valois, saine de corps et d'esprit, lègue la totalité de mon portefeuille d'Action Énergie Verte ainsi que mon appartement situé rue Bonaparte à Paris, à ma petite-fille Sixtine Valois, hors part successorale, afin de garantir son indépendance financière et sa liberté. J'ai écarquillé les yeux, manquant de laisser tomber la feuille. L'appartement de la rue Bonaparte? C'était un 80 mètres carrés en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, l'un des quartiers les plus chers du monde. Il valait au bas mot 1,2 million d'euros. Mais maman m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Que tout avait été vendu pour payer les dettes de la maison de retraite médicalisée. Gersand a ricané, un son sec qui ressemblait à du verre brisé. Mensonge. Ils t'ont menti droit dans les yeux. Regarde la page suivante. J'ai tourné la page. C'était un acte notarié officiel, daté d'il y a 6 mois. En tête, acte de renonciation à succession. Et au bas de la page, ma signature. Sixtine Valois. C'était mon écriture. Les boucles des L, la barre du T, l'inclinaison. C'était parfait. Trop parfait. C'était une imitation d'artiste. Je n'ai jamais signé ça, ai-je chuchoté, sentant le sang quitter mon visage pour se réfugier dans mes talons. Je n'étais même pas en France à cette date. Je sais. C'est un faux grossier mais efficace. Ton père a passé des semaines entières, enfermé dans son bureau, à s'entraîner à imiter ta signature. Ils ont vendu l'appartement en secret, très vite, en dessous du prix du marché, avec la complicité d'un notaire véreux de province qui devait de l'argent à honorer. Ils ont encaissé le chèque et l'ont injecté directement dans les comptes de Valoitech pour boucher les trous béants avant l'audit fiscal de fin d'année. J'ai regardé la signature falsifiée. C'était un vol. Non, c'était pire. C'était une usurpation d'identité. Mes propres parents m'avaient volé mon avenir, ma sécurité, l'amour de ma grand-mère, tout cela pour sauver les apparences de mon frère incompétent. C'est du faux et usage de faux, a continué Gersand, implacable. Et du recel successoral. En droit français, c'est gravissime. C'est du pénal. Si on prouve ça, non seulement ils doivent te rendre l'argent, mais ils perdent tout droit sur cet héritage. Ils se retrouvent nus, dépouillés. Comment je prouve que c'est un faux? C'est ma parole contre la leur, et ils ont un notaire corrompu avec eux. Non. C'est les mathématiques contre eux. L'argent laisse des traces. Il faut que tu trouves la trace du virement. La date exacte. La correspondance par mail avec le notaire. Tout est dans l'ordinateur d'Honoré. Il ne jette jamais rien. C'est un maniaque du contrôle qui archive chaque respiration. Je me suis levé du banc, serrant le dossier contre ma poitrine comme un bouclier. La peur avait disparu, évaporée dans la nuit froide. Il ne restait qu'une détermination froide, tranchante comme un scalpel chirurgical. Je vais le trouver, ai-je dit. Et ils vont payer pour chaque centime. Le lendemain matin, c'était le 24 décembre. Le jour sacré. C'était aussi le jour de la grande messe de Noël à la cathédrale de Tours. Mes parents et Vianney devaient absolument y aller pour parader au premier rang, serrer la main de l'évêque et montrer leur piété de façade. C'était le moment idéal. Le seul moment. Je suis resté au lit, prétextant une migraine foudroyante, gémissant de douleur quand ma mère est passée vérifier. Dès que j'ai entendu le moteur puissant de la Porsche s'éloigner dans l'allée, j'ai bondi de mon lit de camp. Je me suis glissé dans le couloir du premier étage, vers le bureau de mon père. La porte en chêne massif était fermée à clé, évidemment. Mais je connaissais le secret de cette maison mieux qu'eux. Quand nous étions enfants, Vianney et moi jouions à cache-cache ici. Il y avait une lame de parquet qui se soulevait sous le tapis perçant du couloir, juste à côté de la statue. C'était là que mon père cachait une clé de secours, au cas où. J'ai soulevé le tapis lourd. La lame a bougé. La clé en laiton était là, couverte de poussière grise. J'ai ouvert la porte. Le bureau sentait le cigare froid, le cuir neuf et l'argent sale. Je me suis assise devant l'immense iMac qui trônait sur le bureau. L'écran s'est allumé, baignant mon visage d'une lumière bleue.
Mot de passe demandé. J'ai réfléchi vite. Honoré est un narcissique pathologique. Quel serait son mot de passe? J'ai essayé sa date de naissance. Erreur. J'ai essayé le nom du domaine, Valoitech. Erreur. J'ai essayé le nom de sa maîtresse, tout le personnel savait, sauf maman. Erreur. Mes mains commençaient à devenir moites sur le clavier. Le temps pressait. Je risquais d'être surprise par un domestique. Puis, j'ai eu une intuition douloureuse, une certitude qui m'a tordu l'estomac. Qu'est-ce qu'il aime le plus au monde? Plus que lui-même? Plus que son argent? Son héritier. Son prolongement. Son œuvre. J'ai tapé la date de naissance de Vianney, 12 51 1989. Clic, l'écran s'est déverrouillé. J'ai eu un haut-le-cœur physique. C'était la confirmation ultime. Même ses secrets les plus sombres étaient protégés par l'existence de mon frère. Je n'étais rien. Pas même un chiffre dans son algorithme personnel. Je n'ai pas perdu de temps à pleurer sur mon sort. J'ai branché ma clé USB. J'ai fouillé frénétiquement dans les dossiers. Affaires, banque, privée. Et puis je l'ai trouvé. Un dossier nommé Opération Bonaparte. À l'intérieur, c'était la caverne d'Ali Baba de la fraude. C'était obscène. Il y avait les scans haute définition des faux documents avec ma signature imitée, les essais ratés, les versions finales. Il y avait les relevés bancaires officiels montrant le virement de 1,2 million d'euros provenant de la vente de l'appartement. Et surtout, il y avait un tableau Excel détaillé intitulé Répartition des fonds. 800 000 euros, renflouement compte courant Valoitech, urgent. 200 000 euros, remboursement dette de jeux Vianney, Casino Barrière Deauville. 100 000 euros, commission notaire, liquide non déclaré. 100 000 euros, achat Porsche Cayenne plus travaux façade manoir. Ils avaient dilapidé l'héritage d'une vie de ma grand-mère en quelques semaines. Pour des voitures. Pour du jeu. Pour du vide. Pour sauver les apparences. J'ai tout copié. Chaque fichier. Chaque preuve. Puis, j'ai vu un autre dossier sur le bureau, présentation soirée Noël.pptx. C'était le diaporama qu'ils allaient projeter ce soir aux invités sur l'écran géant. Une idée diabolique, brillante et terrifiante a germé dans mon esprit. J'ai ouvert le fichier PowerPoint. J'ai vu les diapositives préparées, 10 ans de succès, une famille unie, Vianney le visionnaire. C'était une propagande ridicule. J'ai souri, un sourire de prédateur. J'ai inséré mes propres diapositives au milieu de leur présentation. J'ai remplacé les graphiques de croissance falsifiés par les relevés bancaires frauduleux que je venais de trouver. J'ai remplacé la photo de Vianney coupant un ruban par la photo du faux document avec ma signature imitée en gros plan. J'ai enregistré le fichier sous le même nom exact. J'ai retiré ma clé USB, remis la clé sous le parquet, lissé le tapis et je suis retourné dans ma chambre. Le piège était tendu. La bombe était armée. Il ne restait plus qu'à attendre l'étincelle. Le déjeuner a été une épreuve d'endurance mentale. Nous étions assis dans la petite salle à manger familiale, sous le regard sévère des ancêtres peints sur les murs. L'ambiance était électrique. Vianney était nerveux, il buvait verre de vin sur verre de vin, ses mains tremblant légèrement. Tu es sûr que les Japonais vont signer le contrat d'investissement ce soir? A-t-il demandé à ma mère pour la 10e fois, la voix éraillée. Mais oui, mon chéri, a-t-elle répondu en lui caressant la main. Tout est parfait. Le manoir est magnifique, le dîner sera somptueux. Ils seront éblouis par notre standing. Mon père s'est tourné vers moi, un morceau de faisan au bout de sa fourchette. Et toi, Sixtine, tâche de ne pas faire tâche ce soir. Pas de discussion ennuyeuse sur tes petits soucis d'argent ou tes clients bohèmes et sales. Contente-toi de sourire, d'être décorative et de dire à tout le monde que tu es fière de la réussite de ton frère. C'est tout ce qu'on te demande. J'ai coupé mon morceau de viande avec une précision chirurgicale, le couteau crissant doucement sur la porcelaine. Ne t'inquiète pas, père. Ce soir, je vais dire exactement ce que je pense. Je vais rendre un hommage vibrant à cette famille, un hommage qu'elle mérite amplement.
Ils ont pris cela pour de la soumission. Ils ont souri, satisfaits. Ils n'ont pas entendu le double sens, le venin caché sous le miel. Vianney a ricané, la bouche pleine. C'est bien. Enfin tu comprends ta place dans la hiérarchie. Oui, Vianney, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. J'ai enfin compris ma place exacte. Et j'ai aussi compris la tienne. Il a froncé les sourcils, une ombre d'inquiétude passant sur son visage, mais il était trop absorbé par son ego et l'alcool pour creuser davantage. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. 19h sonnante. Le grand salon du manoir de Valois brillait de mille feux. Les lustres en cristal de Bohême scintillaient, la cheminée monumentale crépitait, diffusant une chaleur agréable. 50 invités triés sur le volet étaient là. La crème de la crème. Des hommes d'affaires internationaux, des politiques locaux influents, des banquiers privés. Je portais ma robe noire. Simple, élégante, létale. J'avais relevé mes cheveux pour dégager mon cou. Je ne portais aucun bijou, à l'exception d'une petite broche ancienne en argent que Mamie Rose m'avait donnée. C'était mon talisman. Je me tenais à l'écart, dans l'ombre d'une colonne, observant le ballet des hypocrites. Mon père serrait des mains, rayonnant de charisme factice. Ma mère jouait la maîtresse de maison parfaite, riant aux éclats. Vianney essayait d'avoir l'air intelligent et sobre en parlant à Monsieur Tanaka, l'investisseur clé venu de Tokyo. À 20h précises, mon père a tapé sur son verre avec une cuillère en argent pour demander le silence. Mes chers amis, merci d'être là. Ce soir, nous célébrons la famille. La tradition. Et l'avenir radieux de notre lignée. Il a fait un geste théâtral vers l'écran géant installé au fond de la salle. Nous avons préparé un petit rétrospectif. Le « Livre d'or » de la décennie Valois. Une histoire de succès et d'amour. Les lumières se sont tamisées. La projection a commencé. C'était un montage à la gloire exclusive de Vianney. Vianney bébé sur une peau d'ours. Vianney diplômé, d'une école qu'il a à peine fréquentée. Vianney au bureau, téléphone à la main. J'attendais. J'attendais naïvement de voir mon visage, ne serait-ce qu'une fois. Mais rien. Absolument rien. Sur les photos de famille, j'avais été rogné, coupé au cadrage. Sur les photos de vacances, j'avais été effacé numériquement par un graphiste payé pour me faire disparaître. C'était flagrant. Sur une photo de groupe devant le manoir, il y avait un vide étrange, une distorsion de l'arrière-plan entre ma mère et mon père, là où je me tenais habituellement. Ils avaient littéralement gommé mon existence physique. J'ai entendu des chuchotements gênés dans la salle. Ils n'ont pas une fille? A demandé une dame à son mari. Si, mais elle doit être, tu sais, le mouton noir, la honte de la famille. On ne la montre pas dans les bonnes sociétés. La douleur a été vive, comme une brûlure de cigarette sur la peau. Ce n'était pas seulement du vol d'argent. C'était un assassinat symbolique. Il voulait que je n'existe pas. Il voulait réécrire l'histoire pour qu'il n'y ait qu'un seul héritier légitime. La vidéo s'est terminée sous des applaudissements polis mais un peu mous. Ma mère a pris le micro, les larmes aux yeux, des larmes de comédienne. Merci. Vous savez, élever des enfants est la tâche la plus difficile au monde. On leur donne tout. Notre amour, notre argent, notre âme. Et parfois, le retour est cruel. Elle a tourné son regard vers moi, là-bas, dans l'ombre, comme un projecteur accusateur. Certains enfants sont reconnaissants, solaires, comme Vianney. D'autres sont ingrats. Ils prennent, ils jugent, ils profitent et ils ne donnent rien en retour. Ils sont comme des parasites. Elle a soupiré théâtralement, la main sur le cœur. Mais c'est Noël. La fête du pardon. Alors nous pardonnons à l'ingrate qui est parmi nous ce soir, tapis dans l'ombre. Sixtine, ma fille, sors de ton trou. Lève ton verre à ton frère qui sauve l'honneur de ce nom que tu ne mérites pas. Le mot ingrate a flotté dans l'air, lourd, toxique, définitif. Tout le monde s'est tourné vers moi. 50 pères Dieu me jugeaient, me pesaient,
me condamnait. C'était le moment. Je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fui. Au contraire. J'ai senti un calme absolu, surnaturel, m'envahir. C'était le calme de l'œil du cyclone. J'ai posé mon verre d'eau. J'ai pris une coupe de champagne pleine sur le plateau d'un serveur qui passait. Je me suis avancée vers le centre de la pièce, sous le faisceau du projecteur, mes talons claquant sur le parquet. Tu as raison, maman, ai-je dit. Ma voix était claire, posée, sans le moindre tremblement, projetée comme celle d'une chanteuse d'opéra. Parlons d'ingratitude. C'est un sujet fascinant. J'ai levé mon verre vers mes parents et mon frère, qui me regardaient avec un mélange de mépris et d'inquiétude naissante. Ils ne comprenaient pas encore. Je porte un toast, ai-je annoncé, ma voix résonnant dans le silence de mort. À l'ingratitude. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette de soirée. J'ai appuyé sur la touche hantée. J'avais synchronisé mon téléphone avec l'ordinateur de projection via le réseau Wi-Fi de la maison. Vianney, ce génie de la tech, n'avait même pas changé le mot de passe par défaut. Je suis ingrate, ai-je continué, parce que je n'ai pas remercié mon père d'avoir passé des nuits entières à s'entraîner à imiter ma signature, comme un faussaire de bas étage. Sur l'écran géant derrière moi, l'image idyllique a disparu. Ce n'était plus la photo de Vianney souriant. C'était le scan haute résolution, immense, brutal, de la fausse signature sur l'acte de vente. À côté, un comparatif avec ma vraie signature que j'avais préparée. Les différences étaient entourées en rouge vif. Des murmures choqués ont parcouru la salle comme une onde de choc. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a crié mon père, se levant d'un bond. « Coupez ça !»« Qui a fait ça ?» Mais j'avais verrouillé le système. La diapositive restait figée, accusatrice. « Je suis ingrate », ai-je poursuivi, ma voix montant d'un cran, couvrant le tumulte naissant, parce que je n'ai pas apprécié à sa juste valeur le fait que l'appartement de ma grand-mère Rose, mon seul et unique héritage, ait été vendu en secret pour payer les dettes de jeux sordides de mon frère au casino de Deauville. Nouvelle diapositive. Le relevé bancaire. Le virement de 200 000 € au casino. Les dates correspondaient parfaitement. Le nom de Vianney apparaissait en toutes lettres. Vianney est devenu livide, gris cendre. Il a lâché son verre qui s'est brisé sur le parquet avec un bruit de cristal meurtri. Monsieur Tanaka s'est levé lentement, ajustant ses lunettes pour lire l'écran, son visage se fermant comme une porte de prison. Et surtout, ai-je conclu, en me tournant vers les invités médusés, je suis ingrate parce que je refuse de me laisser effacer. Vous vouliez une photo de famille parfaite ? Vous vouliez la vérité sur les Valois ? Voici la vraie photo de la famille. Dernière diapositive, le tableau Excel montrant la fraude fiscale, le détournement de fonds, les pots de vin au notaire. Des voleurs. Des faussaires. Et des menteurs. Voilà ce qu'est la lignée Valois ce soir. J'ai levé ma coupe une dernière fois vers mes parents anéantis. Joyeux Noël à tous. Profitez du champagne, buvez-le jusqu'à la lie. C'est la dernière chose que vous pourrez vous payer avec mon argent volé. J'ai renversé le contenu de ma coupe sur le tapis blanc immaculé aux pieds de ma mère. Une tache rouge sans s'est élargie, indélébile. Le chaos a été instantané et total. Monsieur Tanaka s'est dirigé vers mon père, le visage rouge de colère contenue, ses assistants sur les talons. C'est donc ça, votre modèle économique ? Le vol d'héritage ? La fraude ? L'accord est annulé. Immédiatement. Je contacte mes avocats et les autorités boursières dès demain matin. Vous êtes fini. Non. Attendez. Monsieur Tanaka, je vous en supplie. C'est un montage. Elle est folle. C'est une hystérique. A hurlé mon père, essayant de le retenir par la manche, perdant toute dignité. Mais c'était fini. Le charme était rompu. Les autres invités se levaient déjà, enfilant leurs manteaux à la hâte, fuyant le scandale comme s'il s'agissait de la peste bubonique. Personne ne voulait être associé à une telle déchéance. Ma mère s'est effondrée sur une chaise Louis XV, pleurant toutes les larmes de son corps. Elle ne pleurait pas pour moi, ni pour son crime. Elle pleurait pour sa réputation perdue,
pour les dîners mondains où elle ne serait plus jamais invitée. Vianney était prostré au sol, balbutiant des excuses incohérentes, tremblant comme une feuille. Tante Gersande s'est levée du fond de la salle, là où elle s'était tenue silencieuse. Elle a tapé lentement dans ses mains. Un applaudissement lent, rythmé, qui résonnait comme un glas funèbre. Elle s'est approchée de moi, s'appuyant sur sa canne. « Bravo, ma fille », a-t-elle dit assez fort pour être entendue. « Tu as restauré la vérité. C'est ton plus beau chef-d'œuvre. Tu as nettoyé la crasse. » Je suis sortie du manoir sans me retourner, traversant la cour où les voitures de luxe démarraient en trombe. J'ai entendu les sirènes de police au loin, se rapprochant rapidement dans la nuit. Tante Gersande n'avait pas perdu de temps. Elle avait envoyé les preuves au procureur de la République l'après-midi même, déclenchant une procédure d'urgence. Dans les mois qui ont suivi, la justice française a été impitoyable, mécanique, précise. Avec les preuves numériques irréfutables que j'avais fournies, mes parents n'ont pas pu nier. Leurs avocats ont tenté de plaider l'incompréhension familiale, mais les chiffres ne mentent pas. Ils ont été condamnés pour faux et usage de faux et recel successoral. La sanction pour recel successoral en France est terrible pour les fraudeurs, le coupable doit restituer tout ce qu'il a détourné, et il est privé de sa part sur ses biens. C'est la double peine. Ils ont dû me rendre les 1,2 million d'euros, plus les intérêts légaux, plus des dommages et intérêts colossaux pour préjudice moral. Pour payer ces sommes astronomiques et les amendes du fisc, ils ont dû vendre le manoir de Valois. La maison de leurs ancêtres, leur fierté, a été vendue aux enchères judiciaires à un promoteur immobilier chinois qui va la transformer en hôtel de luxe. Vianney a été interdit de gérer une entreprise pendant 15 ans. Il a échappé à la prison ferme de justesse, mais il est ruiné. Il travaille maintenant comme vendeur de voitures d'occasion dans une zone industrielle de banlieue. Ils ont tout perdu. Leur maison, leur argent, leur réputation, leur statut social et leur fille. 1 an plus tard. Je suis dans mon nouvel appartement, rue Bonaparte à Paris. J'ai pu le racheter grâce à l'argent récupéré et à la vente de mes propres œuvres. Je l'ai restauré avec amour, grattant les couches de mensonges, de peinture moderne bon marché, pour retrouver l'authenticité du bois, des moulures et de la pierre d'origine. C'est le soir de Noël. Il neige dehors. Tante Gersande est là, assise dans un fauteuil Voltaire, fumant sa pipe près de la fenêtre, un verre de cognac à la main. Mes amis, mes vrais amis du monde de l'art, sont là. Il n'y a pas de foie gras prétentieux, juste un bon poulet rôti, du vin simple et des rires sincères qui réchauffent les murs. Mon téléphone sonne sur la table basse. Un numéro masqué. Je sais qui c'est. C'est ma mère. Elle appelle probablement d'un petit appartement de location, seul, aigri, abandonné par ses amis d'autrefois. Je regarde le téléphone vibrer, l'écran s'allumer dans la pénombre. Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois lui accorder le pardon qu'elle a si théâtralement offert l'an dernier? Est-ce que la magie de Noël exige l'oubli? Je pense à la petite fille dans le grenier froid. Je pense à la signature falsifiée. Je pense au mépris dans ses yeux quand elle a dit « ingrate ». J'appuie sur le bouton rejeter. Et je bloque le numéro définitivement. Je lève mon verre vers mes amis, vers ma tante, vers ma nouvelle vie. À nous, ai-je dit. À la famille qu'on choisit. À la vérité. La paix n'a pas de prix. Et ce soir, pour la première fois de ma vie, le champagne a enfin un goût sucré. C'était mon histoire. J'ai dû brûler les ponts, incendier le passé pour ne pas me noyer dedans. Parfois, couper les liens du sang, aussi douloureux que cela puisse paraître, est le seul moyen de survivre et de se respecter. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision aussi radicale pour vous protéger d'une famille toxique? Pensez-vous que j'ai été trop dur avec eux, ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? J'attends vos avis, vos histoires et vos jugements avec impatience dans les commentaires ci-dessous. Je lirai tout. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » sur la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour d'autres récits de vérité, de justice et de résilience. Prenez soin de vous, protégez votre cœur, et ne laissez personne, jamais, vous effacer.